Bonsoir à toutes et à tous. Je vais faire l'appel. Karine Sariquet, Bernard Morlas, Isabelle Antier, Arnaud Dupuy, Présent. Isabelle Pouilledomange, François Minard, Oui. Philippe Prévost, Présent. Christina Anglo, Présent. Benoît de Prémodel, procuration à Minard François, Bernard Gislaine, Présent. Lalard Alain, Présent. Chamboissier Nelly, procuration à Christina Anglo, Récapé Evelyne, Présent. Charpa Manuela, Dutil Nora, Pouillès Jean-Yves, Omnes Jean-Michel, procuration à Karine Sariquet, Arengois Nicolas, Présent. Colombier Jean-René, Présent. Mainvielle Marie-Ange, Présent. Sali Eric, procuration à Frédéric Domerc, Duplat Jacob Valérie, procuration à Marie-Ange Mainvielle, Genillou Annick, Présent. Laurent Sainte-Cluc, procuration à Annick Genillou, Frédéric Domerc Présent. et Nicolas Benegui. Présent. Très bien, on va pouvoir commencer. Donc on va désigner un ou une secrétaire de séance. Donc je vous propose Karine Sariquet. Qui est contre? Qui s'abstient? Bien, merci. Premier point, procès verbal de la séance précédente. Donc nous n'avons pas eu de remarques ou de modifications. Donc on va le passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Bien, merci. Décision du maire, Madame Sariquet. Les décisions du maire portent sur une demande de subvention auprès de l'ANA pour une étude de faisabilité RH théorique concernant l'îlot H et une demande de subvention auprès du conseil départemental et de la Banque des territoires pour l'étude de faisabilité RH théorique concernant le même îlot. Est-ce que vous avez des questions? On y va. Point numéro 2, déplacement d'une portion du chemin rural du Haou, suppression et aliénation de l'ancienne emprise. Madame Pouilledomange. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire rappelle à l'Assemblée que par délibération du 6 décembre 2023, le conseil municipal avait autorisé à procéder à la cession d'une portion du chemin rural du Haou à la SCI du R afin de respecter l'alignement en bordure de propriété. Cependant, du fait de l'absence d'enquête publique constatant la désaffectation de cette partie du chemin, il est impossible légalement de procéder à cette cession. Par conséquent, Monsieur le maire propose à l'Assemblée de régulariser la situation du chemin du Haou avant de procéder à sa cession et à son réalignement. Monsieur le maire propose donc d'accepter le principe du déplacement d'une portion du chemin rural du Haou, de la suppression et de l'aliénation de l'ancienne emprise au profit du propriétaire riverain, la SCI du R. Il sollicite l'autorisation de procéder à toutes les formalités nécessaires à cette opération et notamment de soumettre le projet à l'enquête publique. Avez-vous des questions? Nous pouvons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci. Point numéro 3, redevance d'occupation du domaine public concernant la fibre 64. Monsieur Pouillès Jean-Yves. Merci. Monsieur le maire rappelle à l'Assemblée que les opérateurs de communication électronique occupent le domaine public et privé de diverses manières: câbles, antennes, pylônes, armoires techniques. Il convient de fixer les tarifs annuels pour l'occupation du domaine public routier, des chemins ruraux et du domaine public non routier. Ces tarifs sont plafonnés par l'article R 2052 du Code des postes et des communications électroniques. Monsieur le maire informe l'Assemblée que la commune perçoit déjà une redevance d'occupation du domaine public par les opérateurs suivants: GRDF, Ibis 64, Orange et Rega. Monsieur le maire propose de solliciter cette redevance auprès du THD 64. Monsieur le maire propose d'appliquer les montants plafond sur le domaine public routier sur les chemins ruraux: 48,27 € par kilomètre linéaire pour les artères souterraines, les fourreaux, les lignes enterrées, 64,36 € par kilomètre linéaire pour les artères aériennes, câbles ou ensemble de câbles tirés entre deux supports pour les lignes aériennes, 32,18 € par mètre carré au sol pour les autres installations,
sur le domaine public non-logique. 1609 € par kilomètre linéaire pour les artères souterraines et aériennes. 1045,25 € par mètre carré au sol pour les autres installations. Monsieur le maire précise que ces tarifs seront révisés au 1er janvier de chaque année en fonction de la variation annuelle de l'index général relatif aux travaux publics. Monsieur le maire sollicite l'avis du conseil municipal. Avez-vous des questions? Monsieur Béni. Est-ce qu'on peut en profiter pour rappeler combien il y a d'antennes sur la commune? Alors, antenne non, par contre je peux vous donner les mètres linéaires qu'on a en réseau souterrain, aérien, équipement installé. On a 15 PM, 1 NRO, voilà, ça c'est les équipements que l'on a installés, par contre au niveau d'antenne on n'a pas. En réseau souterrain, nous avons 6830 mètres linéaires. En réseau aérien, il y a 115 094 mètres linéaires. En réseau souterrain installé, longueur de génie civil, pour Iris 64, ne serait-ce que Iris 64, ce que je vous ai annoncé c'est pour THD 64, et pour Iris 64, il y a 5177 mètres linéaires. Alors, par contre, le nombre d'antennes, je n'ai pas. Oui, non, mais je donne une information, mais le nombre d'antennes, je n'ai pas. Pour nous communiquer le nombre d'antennes actives. Ben, on va se renseigner pour savoir exactement combien il y en a. Et là, monsieur le maire, on ne parle que des réseaux téléphones. Donc on sort Non, il y a tout. tout, il y a tout. Il y a Internet aussi. Le numéro c'est pour la fibre. Hein. C'est pour la fibre. Non, mais c'est. Je me renseigne au niveau des antennes et on vous enverra la communication par mail. Et alors, si c'est aussi concerné pour les fournisseurs d'accès Internet, la qualité des armoires où se font les branchements Internet, elle est sous la responsabilité de qui? De la mairie ou des opérateurs? Des 64. Je parle de celle en particulier qui est au temple, qui est régulièrement ouverte, qui est régulièrement au 80. C'est THD 64 qui fait le branchement au fur et à mesure, et des fois il ne les ferme pas. Voilà. D'accord. C'est à eux. Y a-t-il d'autres questions? On va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci. Point suivant, rétrocession d'une concession au nom de Célinet, Monsieur Nicolas Ringois. Merci, monsieur le maire. Monsieur le maire expose que Madame Laurence Célignan a acquis une concession au cimetière Saint-Martin pour une durée de 50 ans le 12 novembre 2019 en vue de son inhumation. Or, par courrier du 9 février 2024, elle sollicite la rétrocession de sa concession à la commune. Monsieur le maire explique que le conseil municipal peut la rétrocéder, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux. Considérant que Mme Célignan a acquis la concession au prix de 368 € et que 4 ans et 7 mois se sont écoulés, la rétrocession à titre onéreux serait de 334,29 €. Monsieur le maire propose de répondre favorablement à la demande de Mme Célignan et sollicite l'avis du conseil municipal sur la gratuité ou non de cette rétrocession. Est-ce que déjà vous avez des questions? Juste simplement c'est une demande qui a été faite. Donc je me suis entretenu avec cette personne qui a besoin un petit peu d'argent. Donc comme elle a quitté la commune, il est tout à fait logique qu'on rétrocède au tarif en ayant appliqué le prorata tempris. Voilà. Monsieur Louis. Je me souviens au vote qui est contre. Oui. Qu'est-ce qui est sur? C'est ça. Oui, pardon. Il faut préciser. La gratuité Oui, de la... Si on sollicite un avis, il faut décider de quelque chose. La rétrocession, on lui rétrocède. Moi je vous propose de rétrocéder la somme de 334,29. Qui est contre Là, c'était pas précisé comme ça. Je voulais juste savoir s'il y avait déjà eu, s'il y a eu une cas de figure, parce que ça s'est déjà produit, est-ce que c'est la première fois? C'est la première, donc on innove. Voilà. Pour cette somme. Oui, voilà. Et puis il faut comprendre la situation de cette personne. Elle a quitté la commune, elle prévoyait son avenir à Salis. Malheureusement, pour diverses raisons, depuis 2019, il y a eu des choses qui se sont passées dans sa vie, donc elle a quitté la commune.
Et donc il me semble judicieux de lui remettre une partie de la somme, moins le temps occupé. Donc, qui est contre? Donc alors on va voter la rétrocession financière de 334,29. Le rembourse sur 300 euros. Ouais. On rembourse 334 euros, la somme de 334 euros. On lui rembourse cette somme. Monsieur Benegui, ça paraît un petit peu logique, à savoir que sinon, si au bout de 45 ans, quelqu'un nous demande de la rétrocession, à combien on va lui rétrocéder? À la totalité, à la moitié, à zéro aussi? À 20 ans, là on est à 5 ans, il faut avoir une logique. Si on veut avoir une logique pour tout le monde, c'est vrai qu'on applique le calcul, moi ça me paraît logique pour une fois. Ça paraît logique, mais il y a plus de 50 ans. Donc 45, c'est que pour les gens qui ont pris il y a très longtemps. Mais là c'était pour 50 ans. Mais maintenant c'est que de la location. Moi je pense qu'on pourrait rétrocéder la totalité, c'est tout. Non, parce qu'il y a eu des gens qui ont demandé entre-temps cette concession, cette parcelle, parce que vous savez que quand les gens viennent nous voir pour avoir une place à l'un des deux cimetières, on leur met des choix. Et certains essaient de se rapprocher de familles, et ainsi de suite. Donc il y a des fois, il y a des tombes qui sont libres. Surtout que quand les gens se déplacent et voient que ce n'est pas occupé, ils disent moi je voudrais celle-là. Manque de chance, cette personne, par exemple cette dame, avait déjà avait payé l'acquisition pour 50 ans de cette concession. Par contre, elle a fait aucun travaux ni quoi que ce soit. Donc elle a fait rater indirectement à certaines personnes la possibilité d'acheter cette concession elle-même. Donc voilà. Donc qu'on lui remette déjà, j'estime que c'est très bien. Moi je comprends sa situation et j'estime qu'il est tout à fait logique de le remettre. Et elle est tout à fait d'accord qu'on valide ce prorata. Oui, moi ma position c'est pour 23,71 €, on pourrait lui Mais Voilà. Est-ce qu'on peut proposer par exemple les deux, ou est-ce que moi si vous maintenez 334 Mais monsieur Benegui, il y a eu un paiement, donc réglementairement c'est du prorata ou de la gratuité. Voilà. Ou elle perd tout. Donc le monde des choses c'est qu'on lui remette une somme. Voilà. Je reformule. Qui est contre la rétrocession à titre onéreux au prix de 330,29 €? Qui s'abstient? Merci. Merci. Admission à non-valeur de créances irrécouvrables. Madame Evelyne Ricapé. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire informe le conseil municipal que des poursuites engagées par le service de gestion comptable Novin-Sortès n'ont pu aboutir au recouvrement des créances. D'une part, des créances concernent des impayés cantines et garderies de 2017 et 2018 qui atteignent de 366,01 € et des loyers et taxes d'enlèvement d'ordures ménagères impayés de 2014 pour 421,33 €. Monsieur le maire propose d'admettre en non-valeur au compte 6541 les titres de recettes mentionnés dans la ligne 6692, 690 et 812 fournis par le CGC pour un montant de 787,34 €. D'autre part, la commission de surendettement des particuliers des Pyrénées-Atlantiques a imposé un effacement de dette d'un montant de 69 € auprès d'un tiers pour des impayés cantines et garderies de 2022. Monsieur le maire propose d'admettre en créance éteinte au compte 6542 les titres de recettes mentionnés dans la liste fournis par le SGC pour un montant de 69 €. Monsieur le maire sollicite l'accord du conseil municipal. Y a-t-il des questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci. Dénomination commune touristique et classement de station de tourisme. Madame Karine Sarité. Par arrêté préfectoral du 3 juillet 2009, la commune de Salis de Berne a été dénommée commune touristique et par décret du 29 août 2012, elle a fait l'objet d'un classement en station de tourisme. Ce classement, valable de 12 ans, arrivera à échéance à la fin du mois d'août. Il convient donc de le renouveler, avec d'une part la demande de dénomination commune touristique et d'autre part la demande de classement en station de tourisme auprès des services préfectoraux. En effet, on ne peut pas déposer les deux dossiers en une seule demande.
Donc pour la dénomination commune touristique, 3 critères sont à respecter: le fait de détenir un office de tourisme déclassé, l'organisation d'animations touristiques et disposer d'une capacité d'hébergement destinée à une population non permanente. L'obtention du classement en station de tourisme nécessite lui la rédaction d'une note de synthèse à l'appui du critère défini et la complétude de formulaires qui répondent à ces critères. Monsieur le maire propose à l'Assemblée de solliciter la dénomination de commune touristique et le classement en station de tourisme auprès des services de la sous-préfecture de Bayonne à l'appui des éléments qui ont été fournis en annexe. Monsieur le maire sollicite l'autorisation du conseil municipal. Avez-vous des questions? Parce que l'interpelle, juste Bayonne, pourquoi Bayonne ne dépend pas de l'Europe? Je présume qu'ils se partagent les compétences et c'est Bayonne qui a dû prendre l'ensemble des dossiers pour le département. Mais je ne pourrais pas te le confirmer. Et est-ce que dans les critères, il y a une évolution par rapport aux critères qui étaient demandés les premières fois? Est-ce qu'ils sont plus restrictifs? Est-ce qu'ils sont plus embêtants? Oui, ils sont plus évolués. Madame Génilou. J'avais quelques précisions. À un moment, il est question dans urbanisme et environnement, 7e, existence d'un document spécifique définissant la stratégie et les objectifs de la commune en matière de tourisme durable, notamment la gestion durable des flux touristiques, etc. Donc, vous avez indiqué que ça n'existait pas, ce document n'existait pas. Je voulais savoir pourquoi ça n'existait pas et est-ce que c'était prévu de réaliser ce document? À ce stade, non, en effet, il n'existe pas. Pourquoi pas, ça peut faire l'objet. Mais ça n'a pas été, en tout cas dans les mandats précédents et dans celui-ci, effectivement, c'est pas un document dont on dispose aujourd'hui. Mais comme le posait et questionné tout à l'heure M. Morlas, effectivement, ce sont des choses qui évoluent. Et donc, oui, mais ça pourra faire l'objet. Ça peut être intéressant de savoir quel est le but, voilà, plus ou moins à long terme. Juste sur ce point, puisque vous voyez, moi je pense que c'est un travail difficile. Donc, c'est pas analysé, il faut le faire. Donc, si la commission tourisme ou la commission environnement veut se pencher dessus, je suis volontaire. Il est marqué donc qu'il y a sensibilisation dans le même registre, urbanisme et environnement, sensibilisation des agents de la commune, des acteurs économiques du tourisme et des touristes à l'environnement et au changement climatique. Donc vous avez mis oui, que c'était fait, qu'il y avait cette sensibilisation. Est-ce que vous pouvez préciser quelle forme ça prend, cette sensibilisation auprès des agents de la commune, des touristes? Les agents de la commune, je vais laisser Christine Boirette répondre. Concernant les acteurs touristiques, les hôtels de tourisme, sur la sensibilisation, il y a régulièrement, cette année, je ne sais pas les détails des formations, mais il y a eu l'année dernière, il y a 2 ans, il y a des formations régulièrement en fait sur le tourisme durable, sur les éco-gestes. Voilà. Pour les agents de la commune, ça je ne sais pas. Mais en tout cas, les acteurs du tourisme du territoire sont sensibilisés via des groupes thématiques et des journées de formation. Et les touristes, parce qu'il est précisé les touristes aussi. Donc je n'ai pas souvenir, mais peut-être que je n'ai pas vu, de campagne de sensibilisation à ce sujet. Dans les documents, on recherchera dans les documents. Mais oui, il n'y a pas de sous la forme de formation, mais c'est dans des documents d'information. Okay. Et concernant le personnel, le personnel notamment de la Borie fait des formations chaque année, notamment les zoophytos et ainsi de suite, tout ce qui est à teneur végétale. Alors, je rebondis et je reformule parce qu'il n'y a pas que l'environnement, il y a le changement climatique. Oui. Non, le changement climatique, je pense que la mairie ne fait rien. Il y a des agents. Alors, le zéro phyto, ça n'a rien à voir avec Non, mais ça fait partie des choses. On n'utilise plus de produits ni quoi que ce soit. Donc il y a des formations. On ne peut pas cocher oui. On ne peut pas cocher oui, on ne fait rien dans le domaine. Au niveau du changement climatique, la sensibilisation des agents, des acteurs économiques du tourisme ou des touristes, moi j'aimerais avoir des exemples concrets. On vous enverra le détail des éléments de formation qui ont pu être réalisés, si ça vous convient. Mais là, vous soulevez quelque chose, on a coché oui. Donc vous devriez avoir les éléments.
On ne les a pas tous à la disposition. On a des éléments. C'est ce que vous dit Mme Sariquet, on vous les enverra une fois qu'on les a traités. Il n'y a pas de souci. Puisque c'est coché, oui. Mais par rapport à votre remarque, M. Benigni, vous pensez à quoi au niveau de l'évolution des éléments climatiques? Moi, je vous ai dit non. Moi, je n'ai pas coché oui. Hein. Qui a rempli le document? C'est bien. C'est nous. Voilà. C'est nous. Donc, si vous cochez oui, c'est que vous avez retenu des choses. Oui, donc on vous les enverra. Monsieur Bénédicte, je les ai pas là, mais on vous les enverra. Un petit détail encore, parce que comme il y a des gens qui m'en ont parlé, des gens qui venaient à la salle, mise à disposition sur le territoire de la commune de Casier afin de favoriser des temporaires de bagages. Donc là, vous avez mis non. Est-ce que c'est quelque chose qui est envisagé ou envisageable? Alors, c'est complètement envisagé. Ça avait été envisagé précédemment. Vous savez que l'Office de tourisme va faire l'objet d'un déménagement prochain, enfin de travaux de déménagement. Et effectivement, cette question-là s'est posée dans le cadre du déménagement. À ce stade, je ne saurais pas vous dire si le projet va aboutir ou pas, sous quelle forme. Mais en tout cas, si la question, c'est de savoir si la question s'est posée, la réponse est oui. Et un plan Vigipirate rouge comme il est actuellement, les bagages, on les laisse toujours dans des consignes? Mais Non, je vous pose la question. Moi, je suis pas spécialisée, je n'ai pas fait du document. Donc simplement. Si vous posez la question, je sais que vous devez connaître quand même la réglementation en plan Vigipirate, ou même dans les aéroports, n'importe quoi, on ne peut plus laisser traîner, ni même une serviette sans être accompagné. Je ne réponds pas à ce document. Moi, je pose une question. Il est dit, aujourd'hui, il n'y en a pas. Ma question, c'était simplement, est-ce que c'est envisagé? Et je ne vois aucun jugement de valeur là-dessus. Je pose juste la question, est-ce que c'est envisagé? Madame Sariquet me dit oui, c'est quelque chose qui a été envisagé et on verra avec l'évolution des travaux. Ça me va tout à fait comme réponse. Voilà, pour moi, c'est précis, ça me va. Et moi, j'ai une dernière question, parce que c'est un sujet qui est vraiment intéressant, qui nous concerne, et on sait que c'est important pour notre vie. Donc, voilà. Le dernier point concernant la sécurité, donc il est marqué dans les élaboration par la commune d'un document présentant sa stratégie et les mesures prises pour accueillir l'afflux de population en période touristique, etc. Donc oui, vous avez élaboré ce document. Et en particulier, dans les détails, vous mettez police municipale, action de sensibilisation auprès de la population. Est-ce que vous pouvez préciser quelle forme ça prend, cette action de sensibilisation? La police municipale est une police de proximité. Donc ils sont en relation avec les habitants, les touristes, les curistes, tout le monde. Donc ils sont là pour répondre à toutes leurs demandes et à les orienter. Et quand il y a des petits soucis, à donner les solutions les plus adaptées. Notamment quand vous avez des touristes qui arrivent avec des chiens, certaines races doivent avoir la muselière, doivent être tenues en laisse, ainsi de suite. Ça fait partie de ce discours de sécurité et de bon partage. D'accord, il n'y a pas que ça, mais il y a des exemples qu'on pourrait trouver. Non, mais je ne sais pas si par exemple il y a des choses dans les écoles sur ce point-là, etc. Encore une fois, des questions, simplement savoir concrètement comment ça se traduit, puisqu'il y a oui, police municipale, action de sensibilisation auprès de la population. Savoir s'il y avait des campagnes, quelquefois, si c'est juste au coup par coup, etc. C'est une question. Ça se fait ponctuellement, il y a des campagnes, il y a les newsletters notamment, il y a là c'est dans le cadre de campagnes nationales ou même locales, il y a des campagnes qui se font via les diffusions d'informations. C'est là que ça se fait ponctuellement sur le sujet. Moi, je suis un petit peu surprise quand même le fait, là on a un document qui est un document, je trouve, très intéressant. Moi j'ai appris plein de choses en regardant ce document. Je comprends que c'est effectivement quelque chose de compliqué à remplir, à élaborer, etc. Et il me semble normal de poser des questions quand il y a des choses qui, en tout cas pour moi, ne sont pas claires. Et c'est comme si c'était une attaque de poser des questions, de demander un renseignement. Non, mais pas du tout. Pas du tout. On vous répond normalement. Il n'y a aucun souci. Très bien.
voilà, oui, je confirme sur le fait de répondre. Si on ne sait pas, on ne sait pas, et si on donne les éléments plus tard, on donne les éléments plus tard. En effet, si vous me demandez le détail de quelles ont été toutes les actions de sensibilisation et les détails des programmes de formation, non, je ne les ai pas en tête. Mais on les donne plus tard. Et le sujet de sécurité est un dossier très très important. Vous savez de quoi je parle. La sécurité pour moi c'est primordial. Oui, donc moi je reviens au critère numéro 2, accès à Internet. Il fallait préciser l'implantation dans au moins 2 espaces publics distincts, un accès gratuit et permanent, un réseau Wi-Fi, la sortie d'une communication incitant à la sobriété numérique. Donc il y a effectivement des bornes, mais donc avant on avait des hotspots sans mot de passe, aujourd'hui il y a des clés pour avoir accès. Donc c'est gratuit, mais il faut avoir l'information. Tout à fait. Donc les gens, comme ils font pour avoir l'information? Ils se renseignent auprès de la mairie, ils viennent voir. Au niveau de la maison, on peut leur donner des clés. Comme ici, il y a une clé, vous avez dans le Wi-Fi, il y a une clé, il suffit de demander. Oui, non, mais est-ce qu'il faudrait. Enfin, si c'est gratuit, le but, c'est d'être ouvert. Donc si la clé, on la trouve qu'aux heures d'ouverture du bureau, je ne sais pas, ça s'adresse aux touristes. Oui, mais bon. C'est un lieu public, mais par contre, ça ne dit pas qu'il faut que ça soit 24 heures sur 24. Donc effectivement, c'est sur l'espace, sur les espaces Permanent. Oui, permanent aux heures d'ouverture des bureaux, pas dans l'espace public. Bon, si vous voulez, on le précisera, que c'est à l'intérieur des bureaux, dans les heures d'ouverture des bureaux. Le deuxième volet du critère, il y a marqué communication incitant à la sobriété numérique. Et là, moi, j'ai rien noté de particulier quand on se connecte. Qu'est-ce qui nous incite à être sobre? J'ai pas une phrase, moi, j'ai rien noté de particulier. On va voir sur le. On regardera quand on se connecte sur via les hotspots, parce qu'effectivement, il faut avoir une clé. On regardera s'il y a une phrase d'information sur la sobriété. Après, je passe au numéro 3, hébergement touristique sur la commune touristique. Donc, on nous a fourni un tableau qui est extrait de l'annexe. Alors, si on regarde le tableau, dans la dernière colonne, vous voyez le nombre d'unités classées. Si je regarde sur la deuxième ligne, liste en résidence de tourisme classée et non classée, il y en a 364 en nombre d'unités, et nombre d'unités classées, il y en a 396. Comment on fait pour classer 396 unités? Oui, C'est des informations de l'OT, ça. Ça, c'est directement les infos de l'OT de l'agence départementale du tourisme. Cela dit, ça ne colle pas. Ça nous fait un très bon critère, mais qui ne sait pas celui-là. Si on met 396, on s'augmente artificiellement de 32, et on est à 90, 97. Je dirais que l'ensemble du tableau est faux. Il faudrait vraiment vérifier si le 396 il est correct. S'il faut remplacer le nombre d'unités par 396, ou alors le nombre d'unités classées par 364. Oui, ça ne peut pas être supérieur au nombre d'unités totales. Oui, non, vous avez un Vous c'est 396 et à ce moment-là ça change le taux en bas, parce que le calcul n'est pas le même. Je regarderai parce que là, je pense que les colonnes, il doit y avoir des calculs automatiques en fait. Parce que si je vois les colonnes sur les colonnes en bleu ou comme ça, bon. À regarder, mais effectivement, si c'était faux, on va le remonter à l'office de tourisme. La dernière colonne ne peut pas être supérieure à la première, parce que la première c'est le taux. Où il y a une erreur dans le total de la première colonne, où il y a une erreur dans la colonne 6, et du coup les critères qui sont annoncés sont faux. On va le relever, on va le mentionner à l'office de tourisme et à l'agence départementale du tourisme et voir si c'est une erreur de saisie ou si c'est une erreur de calcul de tableau. Merci. Oui, l'offre de soins, dans l'offre de soins, dans le critère numéro 5, réseau de professionnels de santé dans un rayon de 20 minutes de trajet automobile. On aurait pu faire figurer l'hôpital. L'hôpital est à moins de 10 minutes. Donc on pourrait rajouter un hôpital pour voir si plus carré ça plus, il y a également des structures. Non, si c'est un coefficient, mais je ne crois pas celui-là. Ça, c'est autre chose. Elle est déplaçable.
Pourquoi l'orientation retombe sur Nombre d'unités classables. Nombre d'unités, il y en a, c'est 364. Des nombre d'unités classables, il y en a 387. Ah oui, normalement, ça bouge. Après, il y a un coefficient. En voiture, il faut 25 minutes. Ouais, après, il faut 25 minutes. On respecte la limitation. Je pensais que c'était 20 minutes, mais bon, c'est un élément supplémentaire de faire de l'hôpital. Je pense que 20 minutes, c'est la conversation du format. On pourrait quand même préciser que l'hôpital, ça va être peut-être un peu plus loin que l'orthèse. Qui pareil. Une Vous voyez, donc une demi-heure pour faire un hôpital, ça. Ça ne changera pas le fond du dossier. Non. Okay. Activité et équipement sur le territoire de la commune touristique, ça c'est le critère numéro 6. Je vois donc au niveau petit b là qu'il y a des restaurants utilisant des produits locaux, ça c'est sûr, engagés dans une démarche plus respectueuse de l'environnement. Et alors, oui, écoutez, je suis ravi de noter ces 3 noms là. Mais c'est sur quelle base? Il y a une charte ou c'est de l'affirmation? Non. Déclaratif? Non, c'est du déclaratif et voire même qu'on pourrait même aller au-delà. On s'est limité à ces 3-là. D'accord, merci. Et enfin, ça, on en a parlé. Ça, on en a parlé. Donc, j'avais noté hygiène et équipement sanitaire. Donc, mise à disposition du public en nombre suffisant et selon une répartition adaptée aux flux touristiques de cendriers et de poubelles permettant la collecte séparée des ordures ménagères résiduelles, emballages, verres et biodéchets. La commune assure une information à jour facilement accessible relative aux points et modes de collecte des déchets. Donc là, ça ne s'adresse pas qu'aux gens résidant sur la commune, puisque ça s'adresse également à la capacité d'accueil qui est de 35 000. On n'a pas 35 000 habitants encore à Salis. Donc on s'adresse bien aux gens qui sont de passage. Je voudrais souligner que quand on a voté pour le jardin public, j'avais proposé d'installer des poubelles de tri sur le jardin public. Vous n'avez pas voulu. Or, ici, on se targue, on met oui. Alors, on ne peut pas dire oui alors qu'on a des poubelles, on n'a pas les poubelles adaptées. D'autre part, le nombre de cendriers est repris ici. Il y a 4 cendriers sur la commune. 4 cendriers pour une population de 35 000. Donc on peut qu'il y a très peu de fumeurs. Enfin, vous voyez comme moi qu'on voit beaucoup de mégots dans la rue. Donc là, il pourrait peut-être y avoir tenir compte de ça et rajouter. J'avais également proposé de prendre ces poubelles avec les sélectives et le petit cendrier sur le dessus. Voilà. La présence, donc au point numéro 7, présence sur le territoire de la commune d'au moins un point de recharge pour véhicules électriques ou hybrides accessibles au public, à raison d'un point de recharge par tranche de 20 places. Il y a une borne. Donc une borne, ça irait pour 20 places, mais je pense qu'à Salis, on a plus de 20 places de stationnement. Tout à fait. Donc comment on peut cocher oui? On a dit qu'il y a une borne de recharge. Une borne de recharge. C'est précisé qu'il n'y en a plus. Et on peut cocher oui quand on a une borne pour 20 places de parking. Or, à Salis, On le précise dans les commentaires que c'est une borne de rechange. oui, ça ne suffit pas. Je veux dire, le critère, c'est d'en avoir une pour 20 places de parking. Et après, c'est les services préfectoraux qui C'est le critère. Après, il y a la faisabilité. Attendez, laissez-moi vous expliquer. Il y a des critères, ok, on les entend, mais il y a la faisabilité. Il y a les lieux à choisir. Ça ne se décide pas tout simplement parce qu'une borne de recharge électrique, vous savez combien ça coûte? Non, je vous pose la question. Parce que vous posez des questions, on va vous répondre. Moi, quand je vous en pose, répondez-moi aussi. Très bien, vous allez nous en informer, on va prendre quelque chose. Mon point n'est pas le suivant. Moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est que ce critère est coché oui, alors qu'on n'y répond pas. Comment c'est possible? On y répond en disant qu'il n'y en a qu'une. On a bien un point de recharge, le critère, il nous est demandé d'avoir un point. Un point. À raison d'un point par tranche de 20 places. Mais c'est votre lecture, on vous dit, nous on précise qu'on a bien un seul point de recharge, on verra bien. Si le retoc se voit là ou pas. C'est la même chose. Je vous remercie. Non, c'est votre lecture. Ne dites pas que c'est ma lecture. Il y a bien marqué présence sur le territoire de la commune d'au moins un point de recharge. Oui. Il y a effectivement un point de recharge. Continuez jusqu'à la fin. Oui. Continuez la lecture. Oui,
Après, il y a marqué à raison d'un point de recharge, mais la question c'est au moins un point. Au moins un point, on répond oui. Alors, il n'y en a pas suffisamment, mais il y en a un. C'est bon. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des critères ici qui sont cochés. Je ne sais pas sur quelle base, je pose des questions, notamment sur le critère qui nous donne un super score. Donc, je ne suis pas contre le classement de la station, mais on se base sur des documents qui ne sont pas correctement préparés. Merci beaucoup, monsieur Bénédicte. J'ai une question. Plutôt une alerte, parce qu'on parlait de la sécurité, c'est le point 9. On parlait du jardin public juste il y a quelques secondes. Nous avons été alertés, notamment, ça concernait et les touristes, mais je pense que tous les habitants de Salis aussi, des bordures de fer qui délimitent les îlots au niveau du jardin public. C'est vrai qu'on l'avait déjà observé et plusieurs Salisiens nous en ont parlé. Alors, est-ce qu'il y aurait une action qui va être menée pour soit remettre à niveau, l'action, soit... alors, il n'y aura pas d'action qui va agir là-dessus, mais ce sont les plantes vivaces qui sont plantées, laissez-les venir, elles vont couvrir cette zone-là. Mais c'est de la réglementation, c'est des bases qui sont limitées. Arnaud Dupoy peut vous en parler plus facilement que moi. C'est des hauteurs limitées qui sont obligatoires pour retenir la terre, pour retenir plein de choses, et délimiter. Et ensuite, nous avons mis des plantes vivaces qui vont grandir pour couvrir et cacher cette chose-là. Voilà, tout simplement. Mais ça va prendre du temps parce qu'il ne faudrait pas faire un signalement peut-être à l'entrée du jardin public pour que les personnes soient alertées et puis aussi pour sécuriser toutes les personnes, parce qu'un enfant peut trébucher dessus. Oui, mais n'importe qui. Donc c'est quand même dans la maîtrise des risques, c'est marqué dans le document aussi, la maîtrise des risques, et ça concerne là, pour le coup, l'ensemble de la population, au-delà des touristes et des curistes. Donc je pense que c'est un point d'alerte. Et ça, plusieurs Salisiens nous en parlent. Oui, ils l'ont remarqué. C'est bizarre, ils vous en parlent à vous, et à nous, ils ne nous disent rien, sinon que le jardin public est magnifique, ils sont très contents de ce qui a été fait, et ainsi de suite. Je vous explique que c'est de la réglementation, c'est comme ça, et nous, on a décidé de mettre des plantes vivaces pour couvrir cela. C'est pas autre chose. On ne peut pas, on est obligé de délimiter. Autrement, comment voulez-vous faire mettre l'urbanite, la terre, tout serait, dès qu'il peut, comment ça se passe? Vous voulez nettoyer avec nous? Juste le temps que les villages prennent leur place, est-ce que juste au point d'entrée du jardin public, mettre peut-être un panneau d'alerte sur les bordures? Ouais, attention aux bordures. Ça c'est déjà génial. Oui. Et il y a déjà respecté les pelouses, donc déjà ils ne vont pas aller trébucher sur les bandes qui protègent, mais tout à fait. Mais il y a déjà respecté les pelouses, ça évitera aux gens de trébucher n'importe où s'ils les respectent. Et oui, non mais on va dans le civisme aussi. Hein? Mais autrement, si on doit mettre des panneaux pour rappeler toutes les règles, on va voir que des panneaux. Et je ne vous dis pas la pollution visuelle. Parce qu'on parle là de pollution aussi. Chaque fois qu'on fabrique un panneau, on pollue. Non mais un panneau, on pollue. Donc on parle d'idées, il faut aller au bout des choses. C'est de la réglementation, c'est pas fait, ça a été fait par des professionnels, c'est mesuré, c'est à hauteur, il y a tout ce qu'il faut. Voilà, tout simplement. Juste une petite précision parce que on se met d'accord, la bordure n'est pas obligatoire. La réglementation n'impose pas de mettre une bordure. En revanche, il y a une réglementation sur les bordures et ces bordures respectent parfaitement la réglementation. À savoir qu'il y a un contraste visuel de couleur, la bordure n'a pas la même couleur, elle a une hauteur de 5 cm, donc c'est réglementaire. 5 cm, on considère que c'est tout à fait toléré. Il y a des normes et on répond aux normes. Donc effectivement, on n'a aucun besoin de signaler réglementairement. Après, effectivement, si on avait une multitude d'accidents, on pourrait peut-être se poser la question, mais aujourd'hui, effectivement, moi, à ma connaissance, il y a 0 accident qui sont remontés à la mairie, au service technique, on s'est bien d'accord, il y a 0 accident, et c'est un espace public, et dans l'espace public, eh bien, effectivement,
on ouvre les yeux, on regarde si on... Enfin, pour moi, il n'y a pas de danger particulier sur ce point-là. Ça ne nécessite pas de signalisation particulière. Le jardin public a été conçu par des professionnels, avec des cabinets de contrôle et compagnie. Donc il n'y a pas de n'importe quoi. En termes de sécurité, comme le disait Arnaud Dupuy, tout a été fait dans la réglementation. Il n'y a aucun souci. Simplement, il me semble que c'est de notre devoir à nous, à partir oui, mais tout à fait. Mais je vous donne les explications pourquoi il y a ça. Et je l'ai entendu. Nous, on n'entend pas parler, c'est bizarre. Voilà. Mais bon, on vous a entendu, on vous a répondu. Le jardin a été fait dans les règles, dans toutes les règles possibles de sécurité. Et ainsi de suite. Voilà. On a transmis ce qui nous remontait du terrain et maintenant. Okay. Vous direz aux personnes qui vous en parlent, qui viennent me voir, comme ça on leur expliquera aussi. On pourra leur dire. Pourquoi pas. Mais non, mais qu'ils entendent aussi la bonne chose en disant que c'est un jardin sécurisé. On leur a dit qu'on allait poser la question. D'accord. Ok. Il n'y a pas d'agression. Mais non, je ne parle pas d'agression. Je suis désolé, mais je suis obligé de rejoindre Annick Genilleux sur ce point-là. Et c'est systématique à chaque fois qu'on pose des questions, c'est comme si on vous agressait. Pas du tout, pas du tout. Mais on vous répond comme il faut. Et ce que je vous propose, c'est que si ces personnes veulent avoir vraiment l'information à la source, ils peuvent venir. Et moi, je donnerai la même réponse qu'on vous a donnée ce soir. C'est tout. Il faut comprendre. Plus d'autres questions, remarques? Donc on va passer au vote. Je vous rappelle qu'il s'agit de se positionner sur, monsieur le maire vous propose de solliciter la dénomination de commune touristique et le classement en station de tourisme auprès des services de la sous-préfecture de Bayonne à l'appui des éléments fournis en annexe. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Point suivant, adoption de la fongibilité. Donc, je vous rappelle que le conseil municipal peut m'autoriser à procéder à des mouvements de crédit de chapitre en chapitre, hors des dépenses de personnel, au sein de chaque section, que ce soit la section d'investissement ou de fonctionnement, dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chacune de ces sections. Ces virements de crédit font alors l'objet d'une décision qui doit être transmise au contrôle de la légalité. Bon, jusqu'à preuve du contraire, on ne fait rien sans aucun contrôle de la légalité, puisqu'on se rapproche du service de comptabilité en Ourense. Donc cette décision doit être également notifiée au comptable et fait l'information au conseil municipal lors de sa séance la plus proche. C'est-à-dire, aujourd'hui, on fait des DM. Avec la nouvelle nomenclature comptable, on n'aura plus besoin de DM. Il fallait voter cette adoption à la fongibilité qu'on avait voté quand on a voté le règlement financier le 6 septembre, mais on n'avait pas spécifié, on avait oublié de spécifier l'adoption de la fongibilité. Voilà, c'est une règle qui est permise à travers cette M57, la nouvelle nomenclature comptable, pour faciliter et éviter de faire des DM à rallonge systématiquement. Voilà. Donc, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, merci. Point numéro 8, décision modificative numéro 1, Madame Evelyne Récapé. Merci, Monsieur le maire. Afin d'ajuster les crédits budgétaires, Monsieur le maire propose au conseil municipal d'adopter la décision modificative suivante. Concernant la section de fonctionnement, article 023, virement à la section d'investissement, donc en dépense moins 32 330 €. Article 6542, créances éteintes, plus 370. Article 6561, organisme de regroupement, moins 10 000 €. Article 65 561, contribution, fonds de compensation, plus 10 000 €. Article 65 748, autres personnes de droit privé, plus 23 500 €. Article 6 558, autres contributions obligatoires en dépenses, plus
160 euros, qui sont compensés en recettes par l'article 6419, remboursement sur rémunération du personnel. Donc une section à l'équilibre à 7300 euros. Est-ce que vous avez des questions? Oui, juste une précision. Sur aux personnes de droit privé, les 23 500 euros, là, ça correspond à quoi? Mais, ça correspond au forfait qui est versé à l'OGEC. En fait, on calcule chaque année le montant des dépenses par élève. Et en fait, on avait, par délibération du 15-12 2021, on avait mis 120 000 voilà, initiaux. Et en fait, on a rajouté 23 500 pour que chaque élève soit plus disponible. Ça concerne l'OGEC qu'on aligne par rapport aux enfants de l'école primaire ici. C'est calculé, toutes les dépenses sont calculées, divisées par le nombre d'enfants, ça donne un prix unitaire. Et à partir de là, on doit compenser à l'OGEC. Et on s'était basé sur les résultats de l'année dernière. Il restait, donc l'année dernière, on avait versé 117 000 de tête. Cette année, donc, on avait mis au budget 120 000. Et en réalité, les dépenses qui sont les dépenses notamment d'électricité et de chauffage qui ont évolué énormément, disons le coût a évolué parce que les dépenses ont stagné, ça remontait le coût par enfant. Donc on délibère pour un delta de 23 500 euros. Voilà, tout simplement. On doit donner à l'OGEC 143 500. Section d'investissement, article 21 318, autres bâtiments publics, on dépense moins 5 500 euros. Article 21 841, matériel de bureau et mobilier scolaire, plus 1 900 euros. Même article, matériel de bureau et mobilier scolaire, plus 3 600 euros. Article 2313, construction, moins 32 330 euros. Et virement donc à la section de fonctionnement en recette, 32 330 euros. Vous avez des questions? Ben, sinon, juste simplement, c'est que les dépenses de 1 900 euros et 3 600 euros, c'est pour l'achat de chaises, notamment pour la classe de CM2. Ce sont des lots de 5 lots de 4 chaises qui sont un peu plus hautes. Et on rehausse 30 chaises pour la maternelle parce qu'on se rend compte que les enfants sont assis très bas. Et donc on a la possibilité pour du confort d'écoute et scolaire, on rachète une trentaine de chaises. Voilà. On va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci. Tarif du restaurant scolaire 2024-2025, Monsieur François Minard. Merci Monsieur le maire. En ce qui concerne le tarif de la restauration scolaire 2024-2025, Monsieur le maire vous rappelle les tarifs qui ont été votés pour l'année 2023-2024 avec la mise en place de la tarification sociale. Vous avez le tableau sous les yeux. Donc c'est 1 euro, 2,65 €, 3 € et pour les adultes 4,90 €. Il est précisé que les parents doivent fournir les attestations de la CAF pour bénéficier de la tarification sociale. À défaut de cette présentation d'attestation, le tarif correspondant à la tranche la plus élevée sera appliqué. Les membres du conseil municipal sont donc invités à se prononcer sur le maintien ou non des tarifs pour cette année, pour la prochaine rentrée. En vous précisant que la commission des finances qui s'est réunie lundi a décidé de maintenir ces tarifs. D'autre part, il est précisé que le prix de revient des repas calculés sur les dépenses-recettes de 2023 est de 8 €. Il a quelque peu diminué grâce à l'aide de l'ASP qui verse 3 € par repas tarifé, 1 € depuis septembre 2023, et à la bonification de 1 € par repas tarifé, car la commune est engagée dans la démarche Egalim et adhère à la plateforme Ma Cantine. Avez-vous quelques questions? Non, merci. Donc nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Point suivant, tarif garderie prix scolaire 2024-2025, M. Minard. On va continuer.
En ce qui concerne les tarifs périscolaires 2024-2025, Monsieur le maire sollicite l'avis du conseil municipal pour fixer les tarifs de la garderie scolaire pour l'année 2024-2025 selon les variations suivantes. Vous avez le tableau sur les yeux avec les augmentations à 1 euro qui ferait 3 centimes de plus pour les occasionnels, 6 centimes, même pas 0, 6 centimes pour les enfants, matin et soir, et ainsi de suite. Donc nous avons eu la commission, comme je vous l'ai déjà dit lundi, elle s'est prononcée pour le maintien au tarif actuel à 3,10 €, 6 €, 17 €, 10 € et 7 €. Donc vous êtes invités à vous prononcer sur le maintien ou non des tarifs de cette année pour la rentrée prochaine. Monsieur le maire propose de retenir les dates des cycles intervacances comme suit. Premier cycle du 2 septembre au 18 octobre 2024, deuxième cycle du 4 novembre au 20 décembre 2024, troisième cycle 6 janvier au 21 février 2025, quatrième cycle du 10 mars au 18 avril 2025 et cinquième cycle du 5 mai au 4 juillet 2025. Nous sollicitons l'avis du conseil municipal. Avez-vous des questions? Bon. Nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci. Création d'emplois saisonniers, renfort service technique, Monsieur Bernard Morlas. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire expose qu'il est nécessaire de prévoir la création d'emplois temporaires afin de répondre aux besoins saisonniers des services municipaux, et ce conformément à l'article L 332-23 du Code général de la fonction publique. Il y a donc lieu de prévoir par délibération le nombre de recrutements, la durée des contrats de travail ainsi que la rémunération des agents. Les postes à prévoir sont les suivants. 2 emplois à temps complet d'agents techniques polyvalents, catégorie C, en renfort des services techniques du 1er juillet au 30 août 2024, rémunérés sur la base du premier échelon, indice brut 367, majoré 366, ce qui correspond à un traitement brut mensuel de 1801,73 €. Avez-vous des questions? Pas de questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. Merci. Création d'un emploi attaché principal, avancement de grade, Madame Isabelle Antier. Merci. Monsieur le maire expose que chaque année, des agents de la commune peuvent bénéficier d'un avancement de grade, soit avec examen professionnel, soit sans examen professionnel. Cette année, 3 agents peuvent avancer de grade sans examen professionnel, car ils remplissent les conditions d'ancienneté. Pour tenir compte des besoins de la collectivité, de l'évolution des postes de travail, des missions assurées et conformément aux critères définis dans les lignes directrices de gestion arrêtées le 30 juin 2022, Monsieur le maire souhaite nommer ces 3 agents au grade de rédacteur principal de première classe, adjoint technique principal de deuxième classe et attaché principal. Les 2 premiers grades étant vacants au tableau des effectifs, il propose au conseil municipal de créer un emploi d'attaché principal au tableau des effectifs. Monsieur le maire sollicite l'autorisation du conseil municipal. Est-ce qu'il y a des questions? Madame le maire. On pourrait connaître le nom des personnes? Non, on vous l'enverra, pas en séance. On vous l'enverra. Pas d'autres questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci. Point suivant, numéro 13, création de 3 emplois non permanents, accroissement d'activité des services techniques et scolaires. Monsieur Philippe Prévost. Monsieur le maire expose que pour tenir compte des besoins de la collectivité, de l'évolution des postes de travail et des missions assurées, il propose au conseil municipal de créer un emploi d'adjoint d'animation pour le service scolaire afin d'assurer la surveillance sur les temps périscolaires et l'entretien des locaux, le centre technique municipal, à raison de 11h45 par semaine à compter du 1er septembre 2024. Il serait rémunéré sur la base du premier échelon, indice brut 367, indice majoré 366, ce qui correspond à un traitement brut mensuel de 1801,73 €. Il propose également de créer un emploi d'adjoint d'animation pour assurer la surveillance sur les temps périscolaires à raison de 6h87 en moyenne à compter du 1er septembre 2024. Il serait rémunéré
sur la base du premier échelon, indice brut 367, indice majoré 366, ce qui correspond à un traitement brut mensuel de 1801,73 €. Et il propose de créer un emploi d'adjoint technique à compter du 1er août 2024 à temps complet pour une durée de 6 mois renouvelable jusqu'à 18 mois maximum. Il serait rémunéré sur la base du premier échelon, indice brut 367, indice majoré 366, ce qui correspond à un traitement brut mensuel de 1801,73 €. Avez-vous des questions? Je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci. Point numéro 14, mise à disposition des moyens municipaux dans le cadre des élections législatives 2024. Monsieur François Minard. Je vous remercie, monsieur. Donc, monsieur le maire rappelle que d'une manière générale, les communes ne peuvent fournir de moyens humains ou matériels à disposition des candidats dans le cadre de la campagne électorale. Cependant, le juge administratif a mis des exceptions, notamment le fait de prêter une salle à titre gracieux et qui ne rentre pas dans la tarification du traitement des candidats. Donc, dès lors, monsieur le maire propose de mettre gratuitement à disposition des candidats sur l'ensemble des salles communales, de mettre gratuitement à disposition le régisseur de la salle Jean Monnet lors de son utilisation par les candidats, que la demande doit être adressée en mairie à l'attention de monsieur le maire par courrier ou courriel, accueil @salis de Béarn, au minimum 8 jours avant la date souhaitée. De plus, monsieur le maire rappelle que l'article L28 du Code électoral permet à tout électeur, tout candidat, tout parti ou groupement politique de prendre communication et copie de la liste électorale. Le demandeur doit toutefois s'engager à ne pas en faire copie à usage purement commercial. C'est pourquoi la demande devra être faite par écrit et adressée à monsieur le maire, stipulant clairement un engagement du demandeur à n'en faire usage qu'à des fins de la communication politique. À défaut, la demande sera refusée. Monsieur le maire propose au conseil municipal d'approuver ces dispositions. Avez-vous des questions? Je remarque qu'on le fait un peu tard. Allez-y, je vous en prie. On le fait un peu tard. Il y a déjà des réunions qui ont eu lieu. Tout à fait. Oui, mais c'est comme chaque année, se renouveler d'une élection sur l'autre, donc fait le même. Il n'y a pas eu de nouvelles modifications au niveau du tribunal administratif, ni au niveau de l'article L28 du Code électoral. Donc je vous propose de passer au vote. Si vous n'avez plus de questions, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci. Donc, dernier point, information aux questions diverses. Donc, j'ai des questions diverses de M. Benegui. Donc, je vais commencer par lire la première. Lecture des questions écrites. Monsieur le maire, il est précisé dans l'article 21 du règlement du conseil municipal que le maire donne lecture de chaque question écrite ou invite le conseiller municipal à donner lecture de la question qu'il souhaite poser. Que pensez-vous d'inviter le conseiller/conseillère à lire sa propre question et en même temps de la projeter à l'Assemblée pour que chacun en prenne connaissance pour une meilleure compréhension de la question et de sa réponse? Découvert. Donc, concernant la lecture, donc je viens de lire celle-là. Donc, à partir de maintenant, M. Benegui, je vous laisserai poser les questions. Vous pourrez lire vos questions. Par contre, il faudra qu'elles soient au mot près de ce que vous me présentez, autrement je reprendrai la main. On est d'accord? Voilà. Donc, deuxième question concernant les commerces salisiens. Monsieur Benegui, c'est à vous. Merci, monsieur le maire. Donc, deuxième question, commerce salisien. Monsieur le maire, lors du dernier conseil municipal, 15 avril 2024, nous avons eu un débat nourri sur la subvention allouée à l'association des commerçants et par extension sur la situation des commerces salisiens. Il serait peut-être judicieux de renouer le dialogue en organisant une table ronde réunissant tous les différents commerçants ou leurs représentants, la manager de commerce du Béarn-Bégard et toutes les sensibilités du conseil municipal pour comprendre les attentes respectives, élaborer ensemble une feuille de route et s'accorder sur les prochaines échéances. Qu'en pensez-vous? Bien cordialement. Bien, après cette belle lecture, je vais laisser la parole à M. Morlas qui va se faire un plaisir de vous répondre.
Alors, je réponds à cette question. Je suis en train de la lire en même temps. Il serait judicieux. Alors, la première question, M. Benegui, je vous remercie parce que vous soulevez une question de fond. Vous parlez bien dans vos propos de l'association, je dis bien l'association des commerçants, qui est régie par l'association Loi 1901. Et après les débats que nous avions eus lors de l'Assemblée générale des commerçants, où je n'étais pas invité, mais je m'étais invité, il en ressortait quand même que ce débat de fond, est un débat qui concerne des postes clés de toute association. Je dis bien toute association. Et si on pose cette question à toutes les associations, et on peut en citer de nombreuses, le problème de la gestion administrative, le problème de la gestion financière est un problème récurrent dans toutes les associations, où malheureusement le manque de bénévoles, et le manque de bénévoles pour ces postes spécifiques oblige justement le bénévolat à taper, mais alors de façon plus que forcée et renouvelée sur leur temps libre, leur temps à la maison, pour justement mener à bien les activités de l'association. Donc là, vous soulevez vraiment un problème de fond des associations, et je vous remercie de le soulever parce que c'est un problème qui pourra être posé au niveau des associations sur l'ensemble des associations salisiennes. Judicieux de renouveler le dialogue. Alors rappelez-vous, je ne sais pas si vous étiez à l'Assemblée générale de l'Association des commerçants, il avait été constaté effectivement qu'il y avait un anisement dans le débat provoqué par certaines personnes qui ne se trouvaient plus finalement en odeur de sainteté, si on peut appeler ça comme ça. Et il avait été décidé ce jour-là, une personne s'était présentée pour proposer justement de venir faire un petit peu l'intermédiaire entre l'association et la mairie. Et il lui avait été répondu à ce moment-là que la porte était totalement ouverte. Cette personne pouvait venir à n'importe quel moment participer à ces débats. Et on attend, monsieur le maire, vous m'arrêtez, je dis une bêtise, mais on attend toujours que cette personne nous sollicite. Alors, c'est de cet après-midi, j'ai vu mon mail cet après-midi, j'ai lancé pour remettre en place les animations qui avaient bien marché l'année dernière sur les soirées piétonnes. J'ai relancé donc tous les gens qui s'étaient investis l'année dernière. J'ai envoyé bien sûr la convocation à l'association des commerçants. Et cette personne m'a répondu pour me dire qu'elle allait assister à la réunion, et j'en suis vraiment ravi parce que, eh bien, on pourra, comme vous le dites, engager un débat qui est loin d'être clos, d'être fermé. Bien au contraire, il est totalement ouvert puisque c'est un débat et le commerce, c'est quand même une force locale, et je préfère voir ce que l'on voit régulièrement. J'ai encore 2 messages que j'ai eus ce début de semaine d'ouverture de propositions de magasins dans Salis, et il ne se passe pas une semaine où moi ou monsieur le maire, on a ce genre de propositions, ce qui démontre quand même l'attractivité de notre commune. Et c'est vrai qu'il vaut mieux répondre à ce genre de questions et ce genre de sollicitations, parce que les gens passent par la mairie. Pourquoi? Peut-être par confiance, je ne sais pas quoi. Mais il vaut mieux quand même voir ce genre de comportement des gens plutôt que de voir des autocollants collés sur des vitrines vides, ce qui n'était pas peut-être une solution très, très honorable. Et ensuite, M. Benegui, alors là, je ne sais pas si M. le maire m'y autorise, je parle de cette réunion pour la mise en place de ces mardis piétons. Vous n'êtes pas dans cette commission, mais moi je suis totalement prêt, lorsqu'il y a une convocation, à vous envoyer un mail comme quoi il va y avoir telle ou telle réunion, et si vous voulez y participer, moi je vous accueillerai avec plaisir, parce que vous avez souvent des idées qui sont des idées constructives et qui méritent qu'elles soient elles aussi débattues. Donc si monsieur le maire m'autorise, moi je vous autorise à venir dans ma commission. Si monsieur Benegui est d'accord, il n'y a pas de problème. Allez. Donc, troisième attendez, je peux vous donner la parole, monsieur Benegui. Mais nous avons fini pour la question numéro 2. Merci, monsieur Morlas. Donc, question numéro 3, la renouée du Japon. Monsieur Benegui, c'est à vous. Renouée du Japon. Monsieur le maire, vous aviez répondu favorablement à ma question sur le frelon asiatique.
Une autre espèce exotique envahissante, sévit sur le territoire de la commune, la renouée du Japon. Il existe des mesures de lutte spécifiques contre cette plante. Que pensez-vous de sensibiliser la population salésienne à participer à cette lutte à travers une communication municipale, voire des actions pilotées par la commune, commission environnement, bien coordonnée? Alors, je vais laisser la parole à Madame Isabelle Paylamange qui va vous répondre. Alors, j'ai bien pris note de votre question et je me suis donc informée sur la renouée du Japon. Et moi, je vous propose de l'aborder lors d'une prochaine commission environnement. J'ai les documents, j'ai potassé, donc nous pourrons en reparler. Voilà. Le problème de la renouée, vous le connaissez, c'est une plante qui se développe à une vitesse grand V. Dès qu'on la coupe, on multiplie le développement, donc ça va être compliqué. Mais bon, j'espère que vous allez trouver quelque chose à discuter lors d'une prochaine commission. Donc, petit détail, il est comestible. Très bien. Oui. Je préfère la salade. Donc, la séance est terminée. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et pensez à vous mettre au frais. Merci.